Pour commencer, je vais vous décrire le sommaire. Donc d'abord une première partie très rapide sur qui est Certivea. Ensuite, on va parcourir rapidement les objectifs de la webconférence. On va vous parler également du référentiel HQ bâtiment durable. Puis dans les parties 4 et 5, on va rentrer dans le vif du sujet sur le thème confort hygrothermique, avec une description du thème confort hygrothermique, puis son évaluation dans HQ bâtiment durable. Alors, Certivea, en deux mots, c'est une filiale du CSTB. Nous sommes un opérateur de services sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments et des territoires. Et vous nous connaissez notamment en tant qu'organisme de certification exclusif pour le non résidentiel sur la certification HQE. Donc à droite, vous avez les différentes offres que nous proposons. Récemment, nous avons ouvert les services du label accessibilité. Et encore plus récemment, on a ouvert le service du référentiel E+, et moins, donc l'offre énergie carbone certifiée par Certivea. Donc les objectifs de la webconférence, c'est d'abord comprendre les enjeux et les exigences du thème confort hygrothermique et comprendre comment ce thème est évalué dans le référentiel HQE bâtiment durable. Donc le référentiel HQE, il est basé sur le nouveau cadre de référence de l'association HQE qui a été publié en mai 2015. Il reprend les 4 engagements qualité de vie, performance économique, respect de l'environnement et management responsable. Ces engagements sont regroupés en différents objectifs que vous voyez s'afficher. Donc ces différents objectifs, vous allez les voir également sur ce tableau ici. Et on peut voir que le thème confort hygrothermique ainsi que le thème confort acoustique, confort visuel sont dans le même objectif, des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables. Voilà, donc on a passé rapidement sur la présentation de Certivea et des objectifs. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parcourir les paramètres du confort hygrothermique, les modèles du confort hygrothermique et donc les enjeux de ce thème. Mais avant ça, on va regarder les obligations réglementaires du concepteur. Donc les obligations réglementaires du concepteur, elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a d'abord la TIC qui est issue des réglementations thermiques. Donc en RT 2012, on a la TIC qui est la moyenne des températures du local relevées au cours des 5 jours les plus chauds. Donc cette moyenne ne doit pas dépasser la TIC de référence définie selon la localisation géographique de la maison. Donc ça reste un indicateur de confort très limité, puisque on se base uniquement sur 5 jours de l'année, 5 jours les plus chauds. Donc c'est très, très limité comme indicateur de confort. On a ensuite 2 autres articles dans l'arrêté du 26 octobre qui parlent du confort thermique. C'est la présence des protections solaires dans les locaux destinés au sommeil et de catégorie CE1. Il faut que ces facteurs solaires soient inférieurs aux facteurs solaires qui sont énoncés dans l'article. Puis ensuite, il y a l'obligation que ces baies s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface. Donc là, on parle des baies des locaux à occupation autre que passagère. Et puis, on a un article sur le code de la construction. Donc cet article-là, c'est celui qui dit qu'en gros, il ne faut pas chauffer à plus de 19 degrés en hiver et refroidir à 26 degrés en été. Ensuite, nous avons les paramètres du confort hygrothermique. Alors ici, nous allons parcourir les différents paramètres responsables du confort. On les a classés en 3 groupes. C'est pas une liste exhaustive, mais ça va vous donner une franche idée des différents paramètres qui jouent sur le confort. Donc on a ce qu'on appelle la première partie la thermorégulation humaine et qui est subdivisée en 2 parties. Donc d'abord le comportement, ça va être s'hydrater lors des périodes chaudes, ça va être enlever ou mettre un vêtement en fonction de l'habillement et par exemple de réduire son activité lorsqu'il fait beaucoup trop chaud. Ensuite, on a dans la même catégorie de thermorégulation humaine, tout ce qui est lié à votre corps, avec les frissons, la transpiration,
et les phénomènes de vasoconstriction ou vasodilatation. Donc tout ça, c'est pour tout ça, ça va jouer pour contrer votre sensation de chaleur. Ensuite, vous avez des facteurs psychosociologiques. C'est là où on va retrouver le stress. Le stress a tendance vous avez tendance à moins tolérer la chaleur quand vous êtes stressé. Le temps d'acclimatation donc, permet de mieux tolérer une chaleur qui ne peut initialement pas être supportée. Vous avez le climat, l'expérience et l'âge. L'âge évidemment, les personnes âgées comme les enfants ont du mal à mieux supporter la chaleur que les personnes entre 30 et 60 ans. Et enfin, les paramètres d'ambiance. Donc, les paramètres d'ambiance, c'est tout ce qui concerne les températures. Donc, les températures d'air, les températures de paroi et la température opérative. Tout ce qui est humidité de l'air, donc pression partielle de vapeur d'eau, etc. Les vitesses de l'air et les paramètres d'inconfort localisé, donc ce qui concerne tout ce qui va être hétérogénéité des ambiances. Donc on voit qu'il est possible d'établir une corrélation entre tous ces facteurs parce qu'ils sont vraiment très nombreux, d'autant plus que la sensibilité de certains paramètres diffère en fonction des personnes. Donc c'est là où on va regarder les différents modèles, parce qu'il y en a qui ont essayé d'établir des corrélations entre tous ces facteurs. Et on va d'abord parler du modèle de Fanger, qui est, si je ne dis pas de bêtises, a pris naissance dans les années 30, 1930. Et donc c'est un modèle qui est valable en hiver et en été pour des zones des zones où l'ambiance est maîtrisée. Donc climatisée en été, pardon, et chauffée en hiver. Ce modèle de Fanger, il traduit l'équation d'équilibre thermique du corps humain. Donc en associant différents paramètres, comme les paramètres d'ambiance et les paramètres de comportement, on va réussir à calculer un PMV, qui est l'indicateur de confort de Fanger. Ce PMV, c'est en anglais, c'est Predicted Mean Vote, avec l'accent. Cet indicateur-là, c'est l'indice, c'est le vote. Il va représenter l'avis moyen d'un groupe de personnes qui exprimerait un vote de sensation de confort thermique. Donc cette sensation de confort thermique, elle va entre une note entre moins 2 et 2. Donc il y a 7 notes. Et alors c'est suite à cette équation qu'on va retrouver le PPD, qui est le Predicted Percentage Dissatisfied. Donc c'est le pourcentage de personnes insatisfaites et ça va être initié par la norme ISO 7730, donc qui reprend les équations de Fanger, notamment sur le PMV. Cette norme aussi va fixer des classes de PMV rapportées à 3 classes de confort A, B et C, et donc déduire un PPD. Donc là, en bas à droite de l'écran, vous avez un diagramme. Et donc c'est la courbe du PPD en fonction du PMV. Et on a un point donc à 0 qui correspond à une note parfaite. C'est une sensation neutre, une sensation d'équilibre thermique. Ça veut dire que là, pour un PMV de 0, on peut voir qu'il y a toujours 5% de satisfaits. Donc même dans le meilleur des cas, on aura toujours 5% d'insatisfaits. C'est ce que dit la norme. On passe ensuite au modèle du confort adaptatif. D'après Fanger, des travaux ont montré que la perception du confort thermique découlait aussi d'une appréciation affective d'un ressenti. Donc si on regarde la courbe, si on regarde les deux droites qui sont tracées sur des températures, des points de température de confort, donc en rouge vous avez des bâtiments qui sont conditionnés et en vert des bâtiments qui sont naturellement ventilés, on voit tout simplement que les températures de confort sont plus hautes lorsque le bâtiment est naturellement ventilé. Donc on peut aller dans des températures de confort plus élevées. C'est ce que dit le modèle du confort adaptatif. Ce schéma montre que dans
dans les bâtiments ventilés naturellement. Quand la température est plus élevée en été, les individus sont prédisposés à une faculté d'adaptation accrue. Voilà. Donc ce modèle de confort adaptatif est repris par la norme NFEN que vous connaissez sûrement, qui est la 15251, et puis le standard ASHRAE également. Le modèle de Givoni, ensuite. Alors ici, on est sur des bâtiments qui ne sont pas climatisés. C'est un modèle de détermination du confort thermique qui intègre l'évapotranspiration. Lorsque vous regardez les zones sur votre schéma, on a différentes zones de confort qui sont plus ou moins grandes en fonction de la vitesse d'air. Donc ce modèle-là, il a quand même une meilleure prise en compte des vitesses d'air par rapport à l'ISO 7730. Je vais vous parler maintenant de la DIES. Donc la DIES, c'est la durée d'un confort d'été statistique. C'est l'indicateur en devenir de la réglementation, je pense. Elle aurait dû arriver en même temps que la RT 2012. Sauf que faute de temps, les travaux ont un petit peu plus duré. Elle est initiée actuellement dans le référentiel énergie carbone. Donc elle est calculée, mais elle ne joue pas sur la délivrance du label. Et voilà, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Donc lorsque la DHUP a commandé un indicateur, voici ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé qu'il n'y ait pas de modification sur des données météorologiques de la méthode de calcul THBCE 2012. Ils voulaient évaluer le confort sur toute la période d'été, ce qui est un gros changement par rapport à la TIC, et prendre en compte les périodes d'inconfort et l'intensité de l'inconfort, ce qui est là aussi un grand changement par rapport à la TIC. Ensuite, avec l'avantage, voilà, il faut qu'on puisse aussi valoriser des systèmes de confort d'été actifs comme les brasseurs d'air ou les systèmes évaporatifs. Alors, comment on calcule cette DIES? Alors, vous avez un schéma qui est en gros la représentation de la norme NF 15251 qui est sur le confort adaptatif. C'est-à-dire qu'à chaque heure, on teste si la situation est confortable ou non. Si vous avez un point qui se situe dans la zone rouge, qui est la zone d'inconfort, vous allez à l'aide d'autres paramètres comme l'humidité, la vitesse d'air, la vêture, vous allez calculer un vote moyen, vous allez calculer le PMV tout simplement. Donc ce PMV-là, c'est là où se fait le lien avec la norme ISO 7730. Ce PMV peut donner, avec l'équation de la norme ISO 7730, un calcul de PPD. Donc on a bien, la DIES fait bien le lien en fait avec l'ISO 7730 et la norme sur le confort adaptatif. Si on prend un exemple sur une journée qui va entre 8h et 18h30, vous avez en violet la température opérative et en bleu la température d'inconfort. Donc on va voir qu'à certains moments de la journée, sur une période chaude, vous allez avoir la température opérative qui va dépasser, qui va atteindre par exemple 32 degrés à 14 heures. Et c'est là où la différence entre la température d'inconfort et la température opérative est la plus grande. Cette intensité d'inconfort se traduit justement par le PPD, qui est à ce moment-là de 40%. C'est ainsi que se traduit l'intensité d'inconfort, c'est grâce au PPD justement. Donc lorsque la courbe violette est en dessous, on n'a pas d'insatisfait. Et plus elle dépasse la température d'inconfort, et plus le nombre d'insatisfaits grandit, ce qui est logique. Donc on a bien un indicateur qui est sur toute une période, qui est au pas de temps horaire, donc il peut prendre toutes les périodes de chauffe. Et on a un indicateur qui traduit l'intensité d'inconfort grâce au PPD et au pourcentage d'insatisfaits. Donc les enjeux du terme confort hygrothermique, pour le bâtiment, de façon générale et pour HQ bâtiment durable, ça va être d'éviter les temps d'inconfort, d'éviter les solutions de refroidissement énergivore,
garantir le confort toute l'année, hiver comme été, et maîtriser les paramètres d'ambiance. Donc ensuite, la volonté de Certiva, c'était également d'avoir une évaluation unique de confort hygrothermique pour à la fois les bâtiments neufs, rénovés ou en exploitation. Alors l'évaluation, maintenant, je vais vous présenter l'évaluation du confort hygrothermique dans dans HQE bâtiment durable. Alors nous avons fait un zoom sur quelques exigences. Et avant ça, je vais vous présenter la stratégie d'échantillonnage. Donc la stratégie d'échantillonnage, il faut d'abord savoir que le bâtiment peut comporter une ou plusieurs activités. Donc à droite, il y a un schéma où vous avez une activité qui est dessinée en bleu et une autre activité en grise. Nous, on va se focaliser sur l'activité en bleu, c'est celle-ci qu'on veut certifier. Seuls les locaux caractéristiques de l'activité à occupation haute que passagère sont pris en compte dans l'évaluation. Donc on regarde vraiment les espaces occupés. Ensuite, vous avez la notion de bloc homogène qui va rentrer en compte. Alors, le bloc homogène, c'est caractérisé par tout ce qui va jouer sur le confort de la pièce. Vous avez les expositions solaires, l'inertie, l'apport interne, les vitesses d'air, etc. Ces blocs homogènes-là, pour prendre enfin, si on va être plus parlant, dans un bâtiment de bureau, par exemple, qui fait 4 étages, vous pouvez avoir une quinzaine de bureaux qui sont exposés au sud, qui contiennent un même nombre de personnes, même nombre d'occupants. Euh, on peut prendre ces 15 bureaux-là dans un même bloc homogène s'ils réagissent de la même façon au confort d'été. C'est-à-dire que s'ils sont exposés de la même façon, s'il y a les mêmes apports internes, grosso modo, hein, c'est pas exactement le cas. Par exemple, si parmi ces 15 locaux, pardon, on a un local qui est climatisé et tous les autres ne le sont pas, alors on va avoir deux blocs homogènes différents, puisqu'ils ne réagissent pas de la même façon au confort d'été. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir intégrer ensuite ce qu'on appelle un local type représentatif. Donc parmi tous les locaux que vous avez regroupés dans un même bloc homogène, on va venir évaluer un seul local type représentatif. C'est le LTR. Ce qui est logique puisque tous les locaux, normalement, tous les locaux d'un même bloc homogène sont censés avoir la même évaluation. Donc, par conclusion, il y a autant de locaux types représentatifs qu'il y a de blocs homogènes. Et ces locaux types représentatifs sont identifiés à partir d'une liste préétablie sur notre plateforme de certification ISIA, où vous avez voilà, la liste qui est en bleu qui apparaît à l'écran. Si on prend un exemple, si vous avez une activité de bureau, vous pouvez choisir un local type représentatif qui est un espace de bureau ou qui est alors une salle de réunion. Si vous avez une activité de restaurant, de cafétéria ou de cantine, voilà, enfin, vous pouvez choisir ce genre de local type représentatif. Si maintenant on a affaire à un bâtiment d'enseignement, pareil, vous avez un local type représentatif qui peut être une salle de réunion également, mais aussi une salle de formation, une salle de classe. Et si vous avez une activité restauration, alors le local type représentatif sera la cafétéria, la cantine ou restaurant. Donc voilà, là on en a fini avec la stratégie d'échantillonnage. On va passer aux exigences du confort hygrothermique dans HQE bâtiment durable. L'évaluation est composée d'exigences de moyens et une exigence de résultat. Donc là, on a fait un zoom sur quelques exigences de moyens, elles n'y sont pas toutes. Et dans le référentiel HQE bâtiment durable, on veut surtout limiter les apports solaires. Donc vous avez un premier niveau qui est établi pour limiter les facteurs solaires. On demande à ce que toutes les baies aient un facteur solaire inférieur au facteur solaire de référence. Puis ensuite un second niveau où on va demander de faire un effort sur les baies sud, est et ouest, où il ne faut pas que le facteur solaire dépasse la valeur de 0,25. On va venir aussi s'assurer que les vitesses d'air ne nuisent pas au confort des occupants, donc ça c'est quelque chose qui est valable à la fois l'hiver et à la fois l'été. Toujours pareil avec cette même logique de deux niveaux.
Donc d'apport des vitesses d'air qui sont en général de 0,20 mètres par seconde en zone d'occupation. Donc c'est pas à la sortie des bouches, c'est vraiment en zone d'occupation sur un bureau, enfin, dans un bâtiment de bureau et dans un local de bureau. On est plutôt sur la zone de bureau, c'est-à-dire 1,60 m. Ça, c'est au niveau de la personne lorsqu'elle est assise sur son bureau. Parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller mesurer la vitesse d'air effectivement en sortie de bouche, puisque c'est pas là où il y a, c'est pas la zone d'occupation. Donc, je précise ça parce que c'est souvent des questions qu'on reçoit, hein, on va ensuite s'assurer que l'utilisateur puisse régler manuellement ou programmer la consigne de température dans les espaces où c'est pertinent. Là, on en vient à quelque chose en quelque sorte de psychosociologique. On sait qu'un utilisateur qui a la possibilité de modifier la température de consigne aura une meilleure tolérance qu'un utilisateur qui n'a pas la main sur les émetteurs. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu souligner avec cette exigence-là. Par contre, on précise bien que l'action sur la fourniture de chaleur doit être limitée dans une fourchette de température déterminée, parce qu'on s'est aperçu sur site notamment, avec des retours de certains auditeurs, que il pouvait y avoir des abus, et donc que c'était des dispositions qui étaient clairement bénéfiques. Ensuite, on a une exigence de résultat qui implique la réalisation d'une STD, qui est de calculer le pourcentage de temps de dépassement de la plage de confort pour les bâtiments non climatisés et qui sont en présence de mouvements d'air, ou de calculer un pourcentage de temps où la température résultante du local dépasse la température résultante Tmax. Donc ça, c'est pour les bâtiments non climatisés avec absence de mouvement d'air. La température Tmax pour un bureau, ça va être 28. Ce qui veut dire que plus la température de local dépasse 28 degrés, moins vous aurez de points. Voilà, parce que on délivre des points en fonction de l'atteinte, en fonction des pourcentages. Donc les points, c'est important. Pourquoi? Parce que dans le confort hygrothermique, on va venir classer ce thème en fonction du nombre de points obtenus. Donc il y a pas mal d'exigences et il y a pas mal de points qui sont obtenus. En gros, si vous avez F, ben, vous avez répondu quasiment à aucune exigence. Si vous avez la note A, toutes les exigences sont relevées. Et il y a parfois donc des prérequis. Ça veut dire qu'il faut forcément respecter certaines exigences pour avoir une évaluation. Donc voilà, là j'en ai fini avec la présentation du thème confort hygrothermique. Donc on a vu les objectifs, on a vu les paramètres, on a vu les différents modèles et je vous ai présenté les différentes exigences qui sont dans l'offre HQ bâtiment durable.